Je vais donner la parole au professeur, c'est Nabil El Mazouri, qui va nous parler un petit peu ce qu'a concocté plus ou moins notre université en termes de soft skills. C'est à vous la parole. Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez encore un peu plus de force pour suivre une dernière présentation aujourd'hui. Donc avant de commencer, bien sûr, je vais présenter mes remerciements tout d'abord à Monsieur le Président de l'Université Mohammed V de Rabat, Monsieur le Président de la CGEM, Monsieur le Vice-Président de l'Université Mohammed V de Rabat, Monsieur le Doyen qui nous accueille aujourd'hui de la Faculté des Sciences Juridiques. Bien sûr, nos collègues du ministère, à la tête Monsieur l'inspecteur général, Monsieur et cher ami Sibon Saga, qui est à la tête des carrières center et aussi du développement des soft skills au ministère. Son collègue qui est plutôt chargé de la formation continue. Chers collègues, chers étudiants aussi, parce qu'effectivement j'ai vu aussi qu'il y a des étudiants, ça m'a fait plaisir. En fait j'ai une forte responsabilité aujourd'hui, parce qu'en fait je dois parler de notre université, et effectivement, comme ce qui a été présenté juste avant ma présentation. Donc je pense que il y a un mouvement national, il y a un grand mouvement national qui concerne la réforme, qui concerne un petit peu la mise en place peut-être d'une nouvelle forme de formation. Je pense qu'on en a besoin. Et puis, cette présentation va beaucoup plus mettre le focus sur notre université. Et surtout pour faire un petit tour sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a un grand mouvement qui a pris plusieurs formes à l'université pour suivre un petit peu tout ce qui se fait sur le plan national. Bien sûr, on parle du bachelor, mais croyez-moi, ça dépasse aussi le bachelor, je vais expliquer pourquoi. Aussi, de temps à autre, je vais plutôt prendre la casquette de professeur. Qui suis-je? Donc, je suis prof universitaire plutôt à l'ENSAM Rabat, l'École nationale supérieure d'art et métiers, qui fait partie des établissements de l'université Mohammed V de Rabat, et en même temps, donc, je fais partie d'un comité qui a été désigné, mis en place par le président de l'université pour s'occuper effectivement de soft skills. Donc, avant de continuer, ça va être difficile de slider, mais bon, vous allez voir les slides en train de défiler. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien juste introduire la thématique d'aujourd'hui, sur quoi je vais mettre le focus, qui va s'articuler beaucoup plus autour des soft skills et de la mise en place des soft skills au sein de l'Université Mohammed V de Rabat. Et je vais mettre l'accent sur deux axes. Donc, il y a un axe d'innovation, qui est très important, et je vais le détailler petit à petit. Et puis il y a un axe qui est pratiquement nouveau, c'est le développement des compétences. Et on va comprendre aussi pourquoi c'est nouveau et c'est quoi son importance dans ce que je vais appeler de l'ingénierie pédagogique. Parce qu'en fait on n'arrête pas de mettre en place des filières, on n'arrête pas de monter des formations qui sont bien sûr accréditées, qui suivent un petit peu un long chemin. Je sais ce que c'est parce que
suis en même temps fondateur et responsable d'une filière d'ingénieurs à l'université Mohammed V. Donc croyez-moi, c'est un long chemin. C'est pas facile de mettre en place une filière. C'est une grande responsabilité aussi. Mais avec tout le mouvement qui est en train de se mettre en place, il y a plusieurs nouveautés et surtout, un peu comme ce que je mets dans mon image, il y a un changement de paradigme. Il y a aussi une insertion de paradigme pratiquement qu'on retrouve pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'on fait tout simplement, une fois qu'on met en place un projet d'ingénierie pédagogique pour une formation, quoi que ce soit les thématiques, quoi que ce soit les disciplines, notre focus le plus souvent, il est sur les hard skills. Je vais expliquer ce que c'est. Notre focus, il est beaucoup plus sur les technicités. Notre focus, il est beaucoup plus sur on va dire en parenthèse, les différentes sciences qu'on essaye pratiquement de prendre comme axe principal, et puis on creuse autour des connaissances qui sont derrière pour pratiquement faire mettre en place plutôt pas mal de dispositifs qui vont permettre aux étudiants d'acquérir un certain nombre de connaissances et aussi aux professeurs de faire ce qu'on appelle un transfert. Alors, effectivement, avec l'arrivée du bachelor, on commence à entendre parler de soft skills, et c'est là où ça commence aussi à changer, comme ce que j'ai dit, de paradigme. Et avant de continuer, j'aimerais bien vous raconter aussi une petite histoire concernant mon contact avec les soft skills. Et je tiens à raconter ça parce qu'en fait, il y a les représentants de la CGEM qui sont avec nous aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est effectivement des amis qui sont dans le grand réseau socio-professionnel qui ont attiré mon attention aux soft skills. Parce que tout simplement, comme étant un responsable d'une filière, surtout à la fin de la formation, une fois que mes étudiants préparent des PFE, ce qui est normal, on recherche un peu soit des stages pré-embauche, soit on essaye de contacter le grand réseau pour les insérer. Alors, ça fait des années, ça fait plusieurs années que j'ai eu un coup de fil qui m'a marqué, d'un ami, d'un collègue, un PDG, je ne vais pas citer de nom, pour me dire, écoutez, votre profil est super. Le profil que vous avez des étudiants, techniquement, c'est super. C'est très bien. La preuve, c'est que j'ai déjà recruté une dizaine et je veux avoir plus. Mais s'il vous plaît, j'ai juste une petite remarque. Je dis oui, allez-y, s'il vous plaît, je veux aussi apprendre de vous. Il m'a dit, ben, je ne veux pas le premier de la promo. Ce n'est pas le premier de la promo que je cherche cette année. Bien sûr, je ne veux pas non plus quelqu'un qui n'a pas validé. En même temps, je veux quelqu'un qui maîtrise un peu son métier, c'est sûr. Je fais de l'informatique. Donc c'est normal, quelqu'un qui a validé un peu les notions théoriques, pratiques, ça va nous faire du plaisir. Mais je ne veux pas le premier de la classe. Mais en parallèle, qu'est-ce que je cherche? Je cherche quelqu'un, pour vous rapprocher un peu de la notion, très simple, qui peut intégrer mon équipe facilement. Qui par exemple, le jour où je vais l'envoyer pour une réunion, il sera capable de la diriger. Le jour où je vais lui demander de m'envoyer un rapport, il va l'écrire sans erreur. Le jour où je vais peut-être lui envoyer peut-être un projet d'expertise, il va faire sortir un esprit créatif, peut-être il va éliminer quelques points que peut-être on n'avait pas l'occasion de les faire sortir, ainsi de suite. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, tout simplement, on parle de soft skills. Donc effectivement, c'était mon contact avec les soft skills, et je l'ai connu, bon, ça fait des années, avec le monde socio-professionnel, surtout, en cherchant à insérer un petit peu mes étudiants dans le monde socio-professionnel. Et depuis, effectivement, je donne beaucoup d'importance à ça dans mes cours. Et depuis, effectivement, donc on n'arrêtait pas de parler de ça. Et heureusement qu'aujourd'hui, on commence à parler de soft skills. C'est pour ça que je vous ai dit que ça dépasse même le bachelor. Et on est content d'avoir le bachelor aujourd'hui. On est content d'entendre parler d'une expérience qui va intégrer directement peut-être ce concept et qui va permettre peut-être à des étudiants
marocain d'alterner, de parler et des hard skills et de soft skills. Alors, dans ma présentation, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter à pratiquement 3 axes qui sont principales et qui vont me permettre de détailler plusieurs points. Alors, le premier axe, je vais me mettre sur quelques définitions d'une façon légère. Je sais, je porte la casquette de professeur, d'académicien. Et puis surtout, le plus important, c'est de vous mettre un petit peu dans le contexte, que ce soit le contexte national ou le contexte aussi international. C'est très important. Deuxième point, je vais essayer de mettre l'accent sur le cadre et le dispositif qu'on a mis en place à l'Université Mohammed V de Rabat pour innover et puis pour intégrer un petit peu les soft skills au sein des programmes de formation et surtout de bachelor. Et puis, le dernier point, je vais finaliser ma présentation par vous présenter, partager surtout avec vous un fruit, un travail d'équipe qu'on a mené et qu'on a mis en place, qui a été approuvé aussi par le conseil d'université à l'Université Mohammed V de Rabat, et le référentiel des soft skills au niveau de notre université. Alors, je pense que avant de continuer un petit peu sur des points un peu plus poussés, je veux bien juste définir, mais définir aussi de façon très simple. Alors, lorsqu'on parle de soft skills, c'est composé, donc il y a du soft et il y a du skills, de façon très simple. Je vais aussi utiliser un moyen très simple, qu'on a l'habitude d'utiliser, sauf que maintenant c'est plutôt numérique. C'est des dictionnaires numériques. Avant, c'était beaucoup plus un dictionnaire plutôt papier qui est dans nos bibliothèques, et puis à chaque fois qu'on entend parler d'un mot, donc on essaie de faire cette recherche. Je vais revenir à ça. Donc en gros, les deux notions, soft et skills, reflètent un certain nombre de concepts. Donc lorsque je parle de soft, quelque chose qui est soft, donc en gros, de façon très simple, vulgarisée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas rigide. Si je parle d'un objet qui est soft, donc tout simplement, il n'y a pas d'angle dur, les bordures ne sont pas dures aussi, c'est pas rigide. Et puis lorsque je parle de skills, ou en français c'est les compétences, donc il y a une notion qui saute à chaque fois qu'on parle de skills, de compétences, c'est l'habilité. C'est l'ability en anglais. C'est cette habilité. C'est l'habilité de faire quoi? Donc en fait, en gros, habilité tout simplement de réaliser quelque chose, dans le sens large du terme. Est-ce que j'ai cette habilité? Et si on creuse un peu plus dans la notion d'habilité, on va trouver aussi pratiquement deux points qui sont importants. C'est qu'on ne peut pas parler d'habilité dans le sens abstrait du terme, mais c'est plutôt des niveaux. Et c'est des niveaux de compétences, et parfois on remplace à ce niveau-là, on remplace ces niveaux par intelligence. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on dit « Ah ben écoutez, cet étudiant, il est intelligent parce qu'en fait il a utilisé des compétences qui sont un peu plus poussées pour résoudre tel ou tel problème. » Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est la faisabilité, c'est-à-dire qu'on touche. C'est le fait de réaliser quelque chose. Je pense que vous pouvez faire la liaison maintenant, de façon très simple. Lorsque je parle de soft et skills, c'est-à-dire en gros d'une façon très très simple, parce que j'ai cette compétence, ou ce paquet de compétences qui vont me permettre de réaliser un certain nombre de tâches d'une façon simple, surtout pas rigide. Et en parlant de la même chose, en parlant de soft skills, je ne peux pas continuer sans faire un petit point, sans faire une petite pause sur les hard skills. Et c'est pour cela que dans mon introduction, je parlais de la façon avec laquelle on travaillait dans l'ingénierie pédagogique pour monter les filières, les formations, les programmes. C'était beaucoup plus focalisé sur ce que vous voyez ici, je l'ai mis en noir, les hard skills. Alors tout simplement c'est quoi? Donc maintenant vous pouvez faire l'opposé. Le hard, ça veut dire c'est tout ce qui est, c'est pas rigide ici, non, c'est plutôt spécialité. Ce sont les techniques, c'est les technicités.
hein. Toutes les compétences qui vont peut-être permettre à l'étudiant d'apprendre et de maîtriser, surtout, un métier bien défini ou une profession. C'est pour cela que le plus souvent, lorsqu'on parle de hard skills, c'est lié, hein, c'est intimement lié à des professions, c'est intimement lié à des métiers. Un point qui est très important, c'est comment je peux acquérir ces hard skills. Je pense maintenant c'est simple, c'est même pas la peine de parler de ça, parce qu'en fait si je veux avoir des compétences, surtout des compétences hard, qu'est-ce que je fais, moi comme étant un étudiant ou quelqu'un qui veut apprendre, dans le sens large du terme. Donc soit que je vais suivre une formation pour avoir un diplôme, formation diplômante, soit que c'est des certificats, hein, pour avoir une certification bien déterminée. Prenez les domaines, je parle dans le sens large du terme, hein, des certifications où là, un point qui est très important aussi, c'est les expériences de travail. Ça je le dis à mes étudiants aussi. Parfois il suffit de s'installer juste à côté d'un expert et de voir un peu ce qu'il fait, et de suivre et d'analyser, et puis en gros c'est un transfert. Donc bien sûr il y a d'autres, hein. Il y a aussi les expériences de vie, ainsi de suite. Donc tout ça, ça nous permet d'acquérir ce qu'on appelle les hard skills. Maintenant, si je me dirige un petit peu vers le monde socio-professionnel, et si je détaille un petit peu ce que les professionnels appellent comme étant des fiches de poste, donc à chaque fois que vous parlez je prends une hiérarchie, surtout les responsables de RH ici vont peut-être me suivre, je prends une hiérarchie, n'importe laquelle, donc on définit un petit peu les postes, et pour chaque poste il y a une fiche de poste qui, en gros, d'une façon très simple, vulgarisée, donc ça permet de décrire ce que la personne qui va occuper ce poste va faire. Et en parallèle, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétence? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser comme compétence? Alors, c'est là où on commence le plus souvent par les hard skills, ce qui est normal. Parce qu'en fait, le poste, le plus souvent, il est lié au métier. Et il est lié le plus souvent à l'industrie. Je vais revenir à cette notion d'industrie. Donc ça, c'est en ce qui concerne les hard skills. Donc en parallèle, avec les soft skills et ce que je suis en train de définir, parfois on remplace soft skills par ce qu'on appelle comme étant les compétences interpersonnelles. Ou, dans un exemple que je vais détailler juste après, on parle aussi de compétences générales. Alors, si vous me demandez de définir clairement, je vais vous dire que c'est difficile. Et même plus. Parce que je ne voulais pas que ma présentation soit très académique aujourd'hui. Mais je résume. En fait, il y a plusieurs définitions, mais c'est par spécialité. Les psychologues, il y a un axe, les sociologues, il y a un axe, ainsi de suite. Mais il y a un point d'intersection. Le point d'intersection, c'est les compétences que je suis en train de présenter. Et un point qui est très important lorsque je parle de soft skills, c'est que lorsque je parle de la réussite professionnelle, ces compétences sont aussi importantes. Et ça, je pense que les responsables de CGEM aussi peuvent me suivre dans cet axe. Et surtout, l'expérience que j'ai partagée avec vous au départ peut être un bon témoin de ce que je suis en train de dire. Alors, juste pour donner quelques exemples, pour ne pas laisser de vide, et pour directement lier quelques compétences à ces soft skills, d'une façon très simple, je peux parler, exemple, de la communication efficace, du travail d'équipe, de l'écoute active, du leadership, etc. La liste, elle est très longue. Okay. Ce qu'il faut noter, c'est que ces compétences façonnent l'aspect un petit peu de ce que j'appelle l'expérience de travail. C'est-à-dire, en gros, le plus souvent, ce qui guide votre expérience de travail, ce sont les hard skills. Exemple, je vous ai recruté comme étant un architecte, parce qu'en fait, vous avez un diplôme, et puis vous faites de l'architecture, et puis vous avez des connaissances qui sont validées, et puis je sais que vous allez mener le travail d'une façon très correcte. Mais si j'ai en face de moi deux architectes qui font pratiquement la même chose, ce qui peut m'aider à faire la différence entre les deux travaux, ce sont les soft skills. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire que ces soft skills façonnent pratiquement chaque expérience de travail.
Alors, si j'ai peut-être une conclusion ou peut-être un point à tirer de tout ce que je suis en train de présenter, ce sera le point suivant. C'est que tout simplement, si je prends toute l'humanité, je peux vous dire que personne n'est né avec ces compétences. Personne. La preuve, c'est que pour avoir des hard skills, il faut étudier, il faut assister à des séances de transfert de compétences, il faut pratiquer. Soft skills, la même chose. Donc du coup, le plus important, c'est qu'il faut apprendre à apprendre aussi. Mieux encore, c'est qu'il faut apprendre à développer, moi je vais dire les deux côtés. Les compétences spécialisées, parce qu'en fait, il faut avoir un métier, c'est normal. Il ne faut pas juste diriger des réunions, mais c'est normal qu'il faut avoir un métier, c'est très important. Et aussi, ce que j'appelle les bons traits interpersonnels. Mais le but, c'est quoi? En fait, on cherche tous le même but, c'est la réussite. Et la réussite dans le sens large du terme. Vous pouvez peut-être mettre en face de la réussite ce que vous voulez, hein, et de la façon qui vous convient. Alors, je voulais, avant de aussi continuer, je voulais donner un exemple. Et en cherchant aussi dans la littérature, je voulais revenir à peut-être aux premières expériences. Là, on a parlé de soft skills. Alors, parmi les premières expériences, je parle du temps moderne, hein, parce qu'il y a plusieurs expériences. La même chose, je ne voulais pas avoir vraiment une présentation qui est très très académique, mais j'ai pris juste un exemple. Je prends l'exemple de l'armée américaine. Et je me mets directement en année pratiquement 74. Il y avait un rapport, je vais donner la référence pour les personnes qui veulent peut-être lire un peu plus sur ça. Il y avait un rapport particulier, parce qu'en fait c'était la première fois, en 74, où on a parlé de ce qu'ils ont appelé à l'époque des compétences générales. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas juste le fait de parler de compétences générales, mais comment ils ont introduit la chose. Comment peut-être on a parlé de ces compétences générales. Ben, je cite, ils disent que les compétences non techniques ou générales sont définies comme des compétences professionnelles aussi, qui sont importantes et qui impliquent peu ou pas d'interaction avec les machines. Et dans l'application au travail, elle est assez généralisée. Et pourquoi j'ai mis l'interaction avec les machines en rouge? Parce qu'en fait, tout simplement, ça nous met sur les hard skills. Parce qu'en fait, si je recrute un soldat, je mets des images, et si je lui apprends un petit peu le métier, c'est pour exemple, pour qu'il puisse téléguider un robot, pour qu'il puisse comprendre un petit peu les informations qui se défilent devant son écran, ainsi de suite. Mais à chaque fois que peut-être il y a un soldat qui est en train d'exercer, il y avait aussi quelque chose, il y avait quelque chose qui pouvait distinguer un petit peu un acteur par rapport à un autre acteur. À l'époque, on appelait ça des compétences générales et aussi des compétences professionnelles. Alors, je me dirige vers la CGEM, parce que je voulais profiter de l'occasion, puisqu'ils sont avec nous aujourd'hui. Et puis je voulais juste présenter ce qui se fait à l'échelle internationale. Bien sûr en termes de soft skills. Effectivement, ce qui a été... Si vous permettez, 5 minutes. Ok. Ok. Alors, mais je dois présenter ça, après je passerai peut-être directement au référentiel. Pourquoi je dois présenter ça? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de donner une idée qui est très importante sur comment, à l'échelle internationale, on voit les soft skills, comment peut-être on les traite. Et si je résume un peu le résultat de cette étude, donc j'ai donné aussi la référence pour les personnes qui sont intéressées, ça a été réalisé par Adzuna. Adzuna, c'est quoi? C'est un moteur de recherche d'emploi international. Donc, vous rentrez dedans, donc vous allez trouver plusieurs offres d'emploi. Donc l'étude, ça faisait quoi? Donc, de façon très simple, on a pris les offres d'emploi. Donc j'ai donné les chiffres. On a pris la France, pratiquement 850 000 offres d'emploi, et on s'est focalisé sur 5 pays, 5 autres pays, donc les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et puis on a essayé, c'est pratiquement 5,5 millions, hein, c'est énorme.
5,5 millions d'offres d'emploi. Et on a essayé d'analyser, de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils demandent, quel est le profil qui est recherché. Ben, je vous donne les résultats. Et surtout les conclusions qui sont très importantes. Donc, parmi les résultats, il y a vraiment plusieurs résultats, c'est une étude qui est énorme. Je me dirige vers la France. Donc on dit que pratiquement, on a trouvé que pratiquement 80% des offres d'emploi exigent au moins une ou plusieurs des compétences douces. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve cette fiche, lorsqu'on lit un petit peu cette fiche d'offres d'emploi, ben, pratiquement 80%, il y a dedans au moins une phrase ou peut-être un mot ou une façon pour dire, bah, écoutez, le profil recherché est un profil qui doit maîtriser X, Y, Z, et les X, Y, Z, tout simplement, sont des soft skills. Ça, c'est un 2. J'ai pris un exemple. Vous voyez, la colonne de la France, elle est là. Donc, ce qui saute pour la France, c'est le sens de l'organisation, la motivation et la rigueur. J'ai pris la rigueur. Donc, la rigueur, vous allez voir que pratiquement, il n'y a que 8% des recruteurs qui parlent de la rigueur. Sachant que c'est important. Et justement, c'est ce qui va me ramener vers d'autres choses. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est lié au secteur. Et ça, les personnes de la CGEM peuvent témoigner aussi de ça. C'est-à-dire que même si on parle des soft skills, c'est aussi rationnel. Je donne l'exemple ici de la rigueur. Oui, c'est bien, c'est super de l'avoir, mais si je me mets sur des secteurs bien déterminés, exemple l'informatique, de l'ingénierie, le service à la personne, à la rigueur, c'est très important. Peut-être si je me mettrais sur d'autres secteurs, bien sûr, j'aurais autre chose. Mais plus encore, je suis en train de parler que de la France. Enfin, si je me mets sur les autres pays, je vous laisse lire un peu les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un point qui est très important, c'est que les compétences sont plus ou moins valorisées selon quoi? Selon les pays, selon les secteurs. Et j'ajouterai, il y a 3 points. Donc là, ça va être, je pense, un très bon point, si jamais on collabore. Je parle de l'Université 55 avec la CGEM, peut-être pour faire sortir au moins un premier résultat de ce genre, pour dire, au moins au niveau de notre région, quelles sont les compétences qu'on essaye de chercher, et puis qui sont les plus recherchées aussi au niveau des profils. Et ça va être un point de départ, surtout pour raffiner, surtout pour travailler sur retravailler aussi le référentiel, parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps pour parler aussi du référentiel entièrement, mais si je suis là, c'est pour parler du référentiel. Mais juste quelques points pour finaliser avec les compétences. Un point qui est très important, c'est que ce sont lorsque je parle de compétences, c'est dynamique, c'est pas statique, c'est combinatoire, c'est évolutif, ça évolue dans le temps. Ça nécessite une forte implication de l'intéressé. Ça veut dire que si l'étudiant n'est pas intéressé, même si vous faites les cours que vous voulez, il ne va pas s'améliorer, il ne va pas acquérir ses compétences. Et ça, c'est très important. Bref, je passe. Est-ce qu'il y a des contraintes? Oui. Il y a plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est la motivation, parce qu'en fait, l'étudiant doit trouver sa motivation pour qu'il puisse acquérir ce type de compétences. Et là, je voulais présenter le résultat aussi d'une étude qu'on a réalisée au sein de l'Université Mohammed V, mais je pense que je n'aurai pas le temps de parler de ça. Mais je vais terminer juste sur le contexte aussi général. Je pense qu'on est en train de changer aussi de paradigme, mais on est en train de se diriger aussi vers ce qu'on peut appeler une société de compétences. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça? En fait, il y a plusieurs points. Un, donc on parle de l'industrie 4.0, effectivement, l'automatisation. La transformation de la société, dans le sens large du terme. Il y a plusieurs possibilités qui sont beaucoup plus offertes aujourd'hui par les nouvelles technologies, surtout après la pandémie. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de profil, on doit construire un profil pour ce contexte. Ce n'est pas un profil pour peut-être un contexte qui est encore plus vieux. Je me mets sur deuxième partie rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder 5 minutes pour que je puisse juste faire le tour des 2 dernières parties. Alors, parce que je dois parler du cadre et surtout du dispositif
pour l'adoption d'une approche qu'on a appelée une approche innovante. Vous allez comprendre pourquoi il y a de l'innovation dedans, en termes d'intégration des soft skills. Donc, premier point, et ça a été décidé par notre président de l'université et notre vice-président ici présent de l'université chargé des affaires pédagogiques, c'est de construire un comité qu'on a appelé comité soft skills. Et on fait partie, et je remercie M. le Président et M. le Vice-président de cet honneur qu'ils m'ont fait. Alors les membres de ce comité, c'est qui? Tout simplement, ce sont des porteurs de projets. C'est des projets qui sont retenus suite à un appel de projet qui a été lancé par l'ambassade de France et aussi notre ministère de tutelle. Comme par hasard, le plus grand nombre de projets dans cette thématique qui a été retenu, c'était ici, dans cette université, l'université Mohammed V de Rabat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà conscient de ça. Il y a plusieurs collègues qui sont déjà conscients de ça. Il y a un mouvement, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui se passent chez nous. Il y a un mouvement d'ensemble, on est conscient de ça, et du coup, donc, ça a été décidé. C'est pour cela que lorsqu'on a une bonne équipe de gouvernance, on suit un petit peu ce qui se passe et puis on saute sur les occasions. Et justement, c'est ce qui a donné lieu à tous les résultats que je suis en train de présenter aujourd'hui. Donc sur quoi on travaille dans ce comité? Donc il y a plusieurs axes. Donc tout ce qui est orientation et aussi renforcement de l'offre l'université Mohammed V pour les soft skills, tout ce qui est référentiel, c'est très important, je vais mettre l'accent là-dessus. Modèle aussi, dispositif de renforcement et tout ce qui est évaluation, je reviendrai sur ça, du dispositif. Alors, je vais passer, je n'aurai pas le temps vraiment de parler de tout ça, mais je vais tarder sur ça. À quoi ça sert un référentiel? Et si jamais on met en place un référentiel, ça va nous aider à faire quoi? Je réponds. Donc, tout simplement, ça va nous permettre de déterminer une liste de compétences. Et une liste de compétences qu'on va s'en servir pour plusieurs choses. Exemple, je vais juste prendre un exemple que je vais détailler. On n'arrête pas de parler de mobilité. On prend un étudiant et on l'envoie aux États-Unis, en France, etc. Mais est-ce qu'on a une idée sur, mis à part les hard skills, je vous ai présenté les résultats tout à l'heure, mis à part peut-être les compétences techniques quand on cherche chez l'étudiant, est-ce qu'on a une idée sur ce qui est demandé en termes de soft skills avant de renvoyer? Et peut-être préparer l'étudiant pour ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres usages? Oui, il y en a plein. Donc c'était le souhait de M. le Président et de M. le Vice-président, c'est qu'on puisse homogénéiser au moins notre jargon, nos concepts, qu'on puisse parler de la même chose et de la même façon tous, que ce soit en termes de fac de médecine, en termes de fac de droit, école d'ingénieur, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on parle de profil d'un étudiant de l'université Mohammed V. Je vais revenir aux particularités, parce que c'est tout à fait normal qu'un étudiant de médecine, il aura un peu plus, un peu moins de compétences, ça va dépendre du secteur, j'ai déjà introduit ça. Mais au moins, c'est ce qu'on a appelé, nous, un axe transversal, ça doit exister chez tout le monde. Et ça, c'est la réflexion qu'on a menée à l'université Mohammed V de Rabat. Je veux tarder sur la démarche, comment on a travaillé. Parce que ça, c'est très important et ça va vous permettre de comprendre un petit peu la suite. Alors, comment on a travaillé? Tout simplement, on s'est focalisé sur 9 composants dans notre démarche. Et c'est une construction, c'est pour ça que j'utilise une maison. Ce qu'on a construit. Alors, quels sont ces composants? Alors, le premier composant, c'est le composant central. C'est la compétence. Et c'est là où la nouveauté arrive. Et c'est là où on se retrouve avec une approche qui est nouvelle. C'est l'APC, c'est l'approche par compétence. Et je peux vous dire, oui, c'est une première au Maroc. Donc avant, on n'avait pas vraiment l'habitude de travailler avec une approche par compétence. Là, c'était vraiment l'occasion pour mettre les compétences au centre, pour dire, bah, écoutez, même si je mets en place un module, quelles sont les compétences recherchées? Qu'est-ce que je veux avoir comme output? Qu'est-ce que je veux avoir vraiment chez l'étudiant? Ça, c'est ce qu'on a pratiqué, et c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Alors, deuxième composant, bah, c'est l'étudiant, parce qu'on travaille pour l'étudiant. Il faut le comprendre.
Et aussi, il faut développer ses compétences en tenant compte aussi de ses particularités. Parce qu'en fait, un peu comme ce que j'ai défini, lorsque je parle de développement de compétences, je ne peux pas mener le même rythme pour tout le monde, parce que c'est tout à fait normal. Exemple, développer le sens de l'écoute. Bah, écoutez, il y a des étudiants qui peuvent développer ça très rapidement, bah, il y a d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est tout à fait normal que l'étudiant doit être comme composant. 3, les équipes pédagogiques, parce qu'en fait, on ne peut pas du jour au lendemain bouleverser tout et puis dire, bah, écoutez, on met en place de la PC et puis on va tout développer autour de compétences. Non, 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 non. Il y a de l'histoire et aussi il y a des particularités de pas mal de disciplines, etc. Donc l'équipe pédagogique, c'est très important. 4, les partenaires professionnels. On ne peut pas faire ça juste pour la beauté des yeux des sciences. Oui, c'est bien, c'est notre mission aussi. Mais il y a aussi une autre mission, c'est l'insertion professionnelle. Ça veut dire le jour où on aura des produits, c'est des étudiants qui vont avoir des diplômes, ben, ils vont s'insérer, ils doivent s'insérer. Et ça, c'était une autre composante. 5, c'est des lauréats, parce qu'en fait, on s'est dirigé aussi vers nos lauréats pour avoir un peu leur feedback. Tout ce qui est projet d'établissement aussi, parce qu'en fait, c'est très important, et c'est ce qui nous a permis de, tout simplement, de prendre en compte ce qu'on appelle le profil du lauréat. Et ça, c'est le projet un petit peu de l'établissement, le grand établissement qui est l'Université Mohamed V de Rabat. Alors les métiers, la même chose. Les métiers d'aujourd'hui sont différents des métiers d'hier. Ça a changé. Alors tout ce qui est démarche et outils d'accompagnement, exemple, il y a ce qu'on appelle le PEC, je n'aurai pas le temps de détailler tout, donc les portefeuilles de compétences et d'expériences. Et c'est ce qui se fait, exemple, dans d'autres pays. Et moi personnellement, j'avais l'occasion de travailler sur un projet sur le PEC, avec un consortium d'universités en France, et c'est un outil vraiment que l'étudiant peut utiliser pour monter un petit peu en compétences et puis poursuivre un petit peu ce développement de compétences. Et puis, 9e point, et le dernier, c'est le référentiel. On ne peut pas travailler tout en étant déconnecté de ce qui se fait, et sur l'échelle nationale et sur l'échelle internationale. Donc c'est pour cela qu'on a pris en compte un peu les directives du ministère. On ne va pas réinventer la roue, ça a été réfléchi, et c'est un travail énorme qui a été mené dans un réseau national qui a fait sortir un petit peu les différents blocs, et aussi on va dire les recommandations qu'on devait aussi prendre en compte, mais en autre façon. Et je vous ai présenté aussi notre démarche. Alors, si vous me permettez, je vais juste résumer tout le référentiel en un slide, rapidement. Ça sera celui-là. Alors, c'est quoi le référentiel qu'on a mis en place des soft skills de l'Université Mohamed V de Rabat? Il y a plusieurs détails. Donc, tout simplement, on a travaillé sur les 4 blocs: les study skills, life skills, civic skills et professional skills. Et on s'est dit, bah, écoutez, ce sont 4 blocs pratiquement à l'échelle nationale qu'il faut les garder. Et je vais vous dire pourquoi. Bah, tout simplement, il y a aussi de la mobilité en interne. Par exemple, un étudiant qui commence une licence à Tanger et puis qui vient à Rabat pour la terminer, on ne va pas chambouler tout. On ne va pas lui dire non, non, en fait, il faut encore changer tout. Ça, c'est un premier point. Donc, on a gardé les 4 points. Mais par contre, notre point d'apport, c'est au niveau des 4 blocs. On s'est dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, suite à plusieurs études, peut-être une autre occasion, je vous présenterai aussi ça. Chaque bloc, on s'est dit, bah, écoutez, on va se focaliser sur 3 compétences. C'est le résultat de plusieurs études qu'on a menées. Alors, 3 compétences par bloc. Mais comment on va développer ces compétences? Une fois qu'on va se décider sur les 3 compétences, comment on va les mettre en place? Bah, tout simplement, chaque compétence, on a défini ce qu'on appelle des niveaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'après même la définition de la compétence, c'est graduel. Donc c'est des niveaux d'apprentissage, et puis durant le module, l'année, donc après on verra comment on va mettre ça en place, et je parlerai de ça un petit peu après si j'aurai le temps. On va essayer d'accompagner l'étudiant pour acquérir ses compétences, mais doucement, petit à petit, avec des activités, avec peut-être beaucoup plus d'accompagnement, jusqu'à ce qu'il puisse acquérir un petit peu ses compétences. Donc en gros, ce qui me donne 12 compétences soft skills
pour un cursus académique de l'étudiant de l'UNVR, l'Université Mohammed V de Rabat, au niveau du bachelor. Alors, si le temps me permet de le faire, je pouvais détailler compétence par compétence, mais je vais juste donner un exemple, puis le reste peut suivre. Alors, je prends une première compétence au niveau du study skills, c'est le fait de se connaître et aussi réussir son intégration au sein de son université. En fait, il faut commencer par ça. Mais la même chose, pour se connaître, il y a plusieurs éléments, plusieurs points. Par exemple, on commence par le soi, après, il faut s'approprier peut-être un projet de développement personnel, après s'engager dans quelques activités, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arriverait peut-être à un niveau qui est un peu plus élevé. C'est le développement du soi, c'est-à-dire carrément il va changer quelque chose chez lui. Mais ça, c'est graduel, c'est petit à petit. Ainsi de suite. Donc on a fait ça un petit peu sur les différents niveaux. Et c'est avec ça qu'on a pratiquement répondu à la demande. Si vous permettez, nous aurez peut-être dans les questions-réponses, simplement, on pourrait revenir à ce genre de détails. Très bien. Donc juste pour conclure, dernière phrase si vous permettez, juste pour conclure, je pense que ce n'est que le début. Ce n'est que le début, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu comme ce que j'ai montré dans la première image. On avait l'habitude beaucoup plus de se focaliser sur le hard skills. On a fait l'exercice, pour moi c'est un exercice, sur le bachelor, mais on a encore d'autres programmes. Médecine, ingénierie, DUT, etc. Et à chaque fois qu'on creuse sur ces types de questions, et là je vais me focaliser beaucoup plus sur le monde socio-économique en présence de la CGEM aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de vous. On a fortement besoin de vous parce qu'en fait tout ce qu'on est en train de produire, finalement, doit trouver une place chez vous. Donc la meilleure démarche, c'est peut-être de le préparer à l'avance, et puis c'est comme ça qu'on peut réussir peut-être un partenariat public-privé. Merci beaucoup.